It's on air. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Politiquement Incorrect et très belle année 2016 à vous. On vous souhaite le meilleur et en ce mois de janvier, on ne peut que souhaiter la liberté d'expression soit la plus totale cette année. Et notre première résolution de 2016, c'est la nouvelle organisation de l'émission. Désormais, 3 parties se succéderont chaque jeudi soir pour plus de diversité et de dynamisme. Ce soir, nous débuterons avec le réquisitoire, la tribune de Radio Rec. Et pour débuter l'année, Marc nous parlera du livre que nous avons fait gagner à un de nos auditeurs lors du concours de Noël. Alors que raconte Pascal Touoyem dans Dynamique de l'ethnicité en Afrique, éléments pour une théorie de l'État multinational? C'est ce que nous verrons. Place ensuite à l'actualité et au débat de cette émission. Un an après Charlie Hebdo, que pensent nos chroniqueurs de la fameuse déchéance de nationalité? Longtemps proposée par la droite et l'extrême droite, cette proposition mise en avant par François Hollande au lendemain des derniers attentats de novembre ne plaît pas à tout le monde. Inefficacité, gestion, et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à réagir sur ce sujet ou sur les autres pendant ou après l'émission sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Enfin, dernière partie de notre rendez-vous, ce sera le coup de projecteur, notre rubrique culture, ciné, art, où nous profiterons de la présence de nos experts cinéphiles. Ce soir, nous reviendrons sur le dernier Tarantino. Politiquement Incorrect, première de l'année 2016, 107e édition, c'est parti. Politiquement Incorrect. Le jeudi sur Radio Rec. Présenté par Nicolas. Et ce soir, nous sommes avec Nelson. Bonsoir Nelson. Bonsoir Anthonico. Bonsoir Baptiste également. Bonsoir. Et bonsoir Marc. Bonsoir à tous. Alors Marc, autant nous avons des chroniqueurs ce soir, autant Walid m'a soufflé une blague hier soir, autant nous avons des chroniqueurs face à toi, autant nous avons un chroniqueur également. Alors là, c'est n'importe quoi. Alors, c'est de la diffamation. La liberté d'expression est limitée par la loi. La diffamation en fait partie. 100e Marc ce soir, 100e émission de Politiquement Incorrect. Félicitations à toi pour tout ça, gagné. tout ce parcours. Bah tu n'as rien gagné, si ce n'est notre estime, mais voilà. Eh bien, félicitations car tu es la personne qui a fait le plus d'émissions Politiquement Incorrect depuis 2012 où nous sommes à l'antenne. Bah, ça commence à faire un petit moment maintenant. Et puis bon, c'est toujours intéressant. Toute l'émission a tout bien évolué jusqu'à aujourd'hui justement. On a réussi à diversifier un petit peu les personnes qui pouvaient venir, donc c'est toujours intéressant de pouvoir élargir les débats, on est passé, tu as bien vu, de la politique politicienne aux débats plus généraux. Après on s'est centralisé sur quelques points beaucoup plus généraux, puis là on revient à des sujets point par point avec du cinéma. Je trouve ça toujours intéressant, ça permet un peu de dynamiser le tout et d'ouvrir surtout une sphère de débat sur un domaine sur lequel on débat pas beaucoup, alors pour dire le film est bien et pas bien, et Nelson et Baptiste le font très bien. Et puis il n'y aura pas que ça effectivement, puisqu'on le disait en préparant cette nouvelle période, je dirais, puisque c'est pas une nouvelle saison, la saison a commencé en octobre, mais en préparant cette nouvelle organisation, disons, eh bien nous aurons l'occasion assez régulièrement de faire le parallèle entre ce qu'il y a au cinéma et la société, ce qu'il peut y avoir dans l'art et également dans les médias, puisqu'effectivement c'est un sujet que nous avons déjà évoqué pas mal depuis que l'émission existe et que nous continuerons d'évoquer. En tout cas, nous allons débuter avec cette première partie de l'émission, le réquisitoire. Et je vois que les jingles font rigoler mes collègues. Marc, le réquisitoire, effectivement, coup de cœur ou coup de gueule, chaque jeudi, un chroniqueur ou un invité prendra position sur une œuvre littéraire, un fait d'histoire ou une situation précise. Et ce soir, nous avons décidé de faire un focus sur ce livre que nous avons fait gagner à un auditeur. Il s'appelle Vincent, cet auditeur, et il a remporté le livre en ayant répondu à la bonne réponse à la question que nous avions posée. La question, c'était quel animateur, quel présentateur a fait parler de lui avant la COP 21, et il s'agissait de Philippe Verdier, le présentateur météo. Nous en avions parlé fin novembre, début décembre, à l'occasion du début de la COP 21, de ce présentateur qui avait fait parler de lui, car effectivement, il a écrit un livre, Climat Investigation, où il remet en question un petit peu tout ce qui se passe autour de la COP 21. Et donc voilà, pas forcément autour du réchauffement climatique en lui-même, mais autour de la COP 21. Marc, c'est à toi ce soir, donc pour revenir sur Pascal Touoyem, c'est pas évident à dire, dynamique de l'ethnicité en Afrique, élément pour une théorie de l'État multinational.
Déjà là, dans le titre, il y a déjà quelques gros mots. C'est-à-dire que c'est assez compliqué à comprendre dans le titre, mais en tout cas, le contenu, quand on est un petit peu initié, je pense qu'il y a des domaines aussi sur le cinéma sur lesquels nous, on ne pourrait pas facilement débattre en voyant le titre. Il y aurait des parallèles difficiles à faire. En tout cas, là, ce titre, Dynamique de l'ethnicité, qui est un ouvrage assez fondamental parce que depuis très longtemps, on a eu des ouvrages qui ont traité de la question ethnique, de l'ethnicité même sans aborder son côté purement politique. On parlait régulièrement en géographie, même en histoire, de structures simplement d'encadrement. Alors on mettait point à point tout ce qui était la question des lignages, donc les familles élargies, la question des clans, la question des tribus, l'ethnie. En fait, on avait tendance à mélanger beaucoup de choses en parlant d'Afrique, ce qui rendait le débat très compliqué. Et derrière ce titre très compliqué, il y a quand même un auteur camerounais qui est très, 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 très bon dans ce qu'il fait. C'est vrai qu'il a des fois, il est parfois difficile à comprendre. C'est quand même quelque chose d'assez érudit. Je pense que ça mérite d'avoir une certaine connaissance déjà des débats qui sont autour de la question politique en Afrique. Et une fois ces grandes bases acquises, on peut facilement entrer dans l'ouvrage. Donc en tout cas, on a voulu faire gagner, enfin j'ai voulu et je l'ai proposé faire gagner ce livre parce que c'est un ouvrage qui renverse totalement la tendance et c'est surtout un ouvrage qui est nouveau. Un ouvrage qui est nouveau, et enfin plutôt récent, c'est ce que je voulais dire parce que on a eu pendant très longtemps un espèce de silence sur la question des ethnies en Afrique, comme si on essayait de ne pas en parler ou de ne pas voir la réalité en face. Je rappelle que toutes les luttes des années 70 ont consisté, les luttes de 68 et autres, on a été bercé par le marxisme et du coup léninisme et du coup bercé par toute l'analyse en termes de classe sociale. C'est-à-dire pas d'identité, que des classes. Les bourgeois contre les pauvres, les riches contre les pauvres, et on parlait difficilement des identités. C'est quelque chose qui était mal vu parce que depuis la Seconde Guerre mondiale et depuis la Seconde Guerre mondiale avec ces questions des races, de ces identités qu'on fait tant de mal, et aussi pendant la colonisation où on a dit que les colons avaient instrumentalisé, s'étaient servi de certaines ethnies qu'ils n'avaient créées, etc. On a toujours cette question de l'identité qui reste très difficile encore, sur laquelle il est très difficile de s'exprimer. On le voit encore aujourd'hui, je trouve, dans le débat français avec quand on parle d'identité, c'est on dirait un espèce de gros mot et on est tout de suite mis en marge, taxé de conservateur et c'est vraiment difficile de parler d'identité sans parler du réel. Et là, l'ouvrage, donc j'en viens maintenant à l'ouvrage en tant que tel. C'est un ouvrage intéressant parce il est sorti il y a un an, donc, et il réactualise et met enfin au goût du jour le poids de la réalité ethnique en Afrique dans le déficit démocratique. La thèse est simple. Enfin, le propos est simple, de dire que les ethnies en Afrique ne participent au dysfonctionnement de la démocratie. En tout cas, les identités en tant que telles participent au dysfonctionnement de la démocratie à l'occidental. À l'occidental, pourquoi? Parce que vous avez en Afrique une démocratie qui est, comme la nôtre, basée sur un homme, une voix, c'est-à-dire pour une personne qui s'exprime, femme ou homme confondu, vous avez un bulletin de vote et vous pouvez aller voter. Sauf qu'en Afrique, cette logique ne marche pas spécialement parce que le groupe l'emporte sur l'individu. Nous, on est individualiste, on l'est devenu avec à peu près 400 ans depuis la Réforme. Et s'en est suivi la Révolution française, s'en est suivi le siècle des Lumières, s'en est suivi les révolutions industrielles, les deux conflits mondiaux. Il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que on est devenu individualiste et de moins en moins communautaire. Et en Afrique, on a eu beau avoir la colonisation, on a eu beau avoir des États nationaux, etc. La perspective d'une nation n'existe pas. Il y a, dans un pays dont les frontières ont été tracées, non pas, alors à la règle certes, mais c'est pas la majorité. Il faut arrêter de raisonner en termes de, de règles quand on parle des frontières africaines. Il faut raisonner en termes d'arbitraire. C'est plus ça qui compte, c'est de savoir, bon, il y a certes quelques tracés droits. Vous voyez les frontières du Mali, de l'Algérie, vous avez des frontières qui sont, alors elles sont droites, elles sont linéaires. Et, mais c'est pas partout pareil. Il y a beaucoup de pays, notamment dans les Afriques qui sont climatiquement compliquées, avec des reliefs particuliers. Vous avez des frontières qui sont comparables aux frontières de la France. Je veux dire, c'était ça, en termes de courbes, etc. Et ce qui compte là-dedans, c'est donc l'arbitraire. C'est-à-dire que moi, je m'en fiche de savoir si les frontières sont linéaires. Il est important de comprendre que ces frontières sont avant tout arbitraires. Arbitraires, pourquoi? Parce qu'elles ont regroupé au sein d'un même ensemble étatique, d'un même État,
des populations qui n'avaient rien à voir. Avant, l'Afrique ne connaissait pas les frontières. Ça n'avait pas de lien. Il y avait des royaumes, il y avait le royaume il y avait des grands empires, du Burkina Faso, d'autres, bien évidemment, l'empire du Mali, qui est actuellement le Soudan. Il y avait tout ça. Mais il n'y avait pas d'État, il n'y avait pas de frontières en Afrique. Et on a cassé ça, et on a soit regroupé des peuples dans un même ensemble, ou couper des peuples entre eux. Vous voyez qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire reste une tectonique absolument ethnique parce que les quatre grands peuples sont regroupés et quatre grands peuples qui débordent les frontières de la Côte d'Ivoire. La raison pour laquelle M. Ouattara a été évincé des élections fin des années 90 en Côte d'Ivoire en raison de ses origines burkinabées. Donc voilà, on est dans ces espaces où des ethnies ne s'entendent pas, et je l'ai dit suffisamment, ça fait dysfonctionner la démocratie. Et bien voilà, euh, l'auteur de ce livre arrive à enfin ouvrir les yeux. On a caché ça pendant longtemps, enfin pas caché, on n'en a pas beaucoup parlé, de dire que les identités africaines, les ethnies, empêchaient que la démocratie fonctionne, parce que l'Afrique vote en fonction de son groupe ethnique, ce qui fait que si vous avez des bonnes répartitions ethniques des pays, vous savez que s'il y a 40% de Bamilékés et qui votent pour un Bamiléké, il sera forcément élu. Vous pouvez annoncer les résultats des élections africaines un mois à l'avance et vous vous trompez sur 1 ou 2% grand maximum. Il suffit d'avoir les répartitions. C'est comme si, heu, c'est comme si en France, on savait que la Bretagne était de temps et qu'il votait pour temps. Bah, c'est quelque chose de sûr. C'est-à-dire que s'ils ne votent pas pour leur ethnie, les Africains, eh bien, ils ont une sorte de malédiction qui tombe. Il y a quand même l'ancêtre qui est là et qui compte. Alors c'est pas bien ou mal, c'est juste, il faut essayer de le comprendre. Et lui, l'auteur le comprend très bien à travers cet ouvrage. Et il le dit d'ailleurs, il est dit, l'ethnicité en tant que telle, aujourd'hui, ne participe pas des analyses sur l'Afrique. C'est quelque chose qui est évincé. Et il l'explique selon deux raisons. Bon, je pense que c'est pas les seuls, il manque quelques raisons. Mais en tout cas, il parle notamment des luttes de libération nationale, donc en 1960 et un peu avant, donc c'est la grande vague des décolonisations qui se sont faites en majeure partie parce que des mouvements de population se faisaient contre les colonisateurs. Il y avait eu des mouvements de libération nationale, ce qu'on appelait. Et lui dit, cette lutte de libération nationale fait en sorte que bah, on a cherché l'unité, au nom de cette libération, au nom du peuple et de la décolonisation, on va arrêter de parler en termes d'ethnie. Or, on voit que tout s'exprime en termes d'ethnie. Et la deuxième chose, c'est les post-colonial studies qui ont en fait dit que la colonisation était responsable de tous les, enfin je résume très vite, était responsable d'une bonne partie des conflictualités actuelles, des bons problèmes des pays africains aujourd'hui. Et on a enlevé cette idée de l'identité, on a balayé ces termes d'ethnie, on disait que les ethnies c'était des créations coloniales, et ça se suit encore aujourd'hui, c'est toujours difficile. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les ethnies n'ont pas été créées pendant la colonisation, bien que certains colons aient pu s'appuyer sur certaines ethnies et pas sur d'autres. Voilà, donc il le dit, il explique pourquoi cette thématique ethnique n'est pas traitée, parce qu'il y a le poids du marxisme, il y a le poids de ces libérations nationales, le poids des post-colonial studies. Et euh, il dit aussi que la façon qu'on a de penser en termes de nation, nous, n'est pas la conception qu'on a en Afrique. Il le dit. Il dit l'État-nation n'est pas une réalité de terrain en Afrique. Si vous voulez, l'État, la conception de l'État qu'on a depuis, on va dire, Montesquieu et Rousseau, et qu'on a appliqué à notre schéma, à nous politiques, fonctionnait parce que nous étions individualistes, parce que nous sommes français et que nous avons vécu dans cette culture à peu près républicaine où les corporations étaient virées, les groupes, les communautés, etc. Enfin, en tout cas, ont été éjectés et n'étaient pas le socle de notre appui. Aujourd'hui, l'État africain n'existe plus parce qu'il est tenu par une clique ethnique. C'est le grand problème africain, se résumant ainsi. Comment faire pour que les ethnies les plus nombreuses ne soient pas automatiquement détentrices d'un pouvoir issu d'une simple addition de suffrages. Pour ça, je vous dis, on peut annoncer les résultats à l'avance en fonction des répartitions ethniques. La deuxième chose, c'est que l'État est souvent couplé à la nation. La nation, c'est une chose que nous avons découvert surtout au 19e siècle avec deux conceptions, qui étaient les conceptions, euh, alors d'une part dans l'école allemande, qui était la conception de Fichte, qui était une conception de l'époque, c'est-à-dire ce qui fait la nation, c'est la langue, la race, la culture, et donc du coup on est dans un truc assez objectif, assez ethno-culturel. Les nations, c'est de l'ethnie, c'est de la culture, donc c'est quelque chose de racial pour l'école allemande du 19e siècle.
À côté de ça, vous avez en France aussi des gens qui pensent comme Fichte et d'autres qui ne pensent pas comme Fichte et qui sont représentés par Ernest Renan. Ernest Renan, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la nation ne se résume pas en termes euh, en termes objectifs, en termes rationnels comme l'ethnie, la race ou la langue ou voilà le même sang, une communauté d'hommes fait de même sang, partageant la même culture, la race, etc. Non, non, lui dit non. C'est la nation, c'est le désir. Pour faire nation, il faut avoir le désir de vivre ensemble, peu importe d'où on vient, peu importe notre identité. Donc on est plus sur quelque chose d'affectif que d'objectif. La version allemande, c'était l'objectivité, et la version Renan, c'est plutôt l'affectif est français ou est d'un autre pays, celui qui souhaite faire partie de cette nation et qui la défend. Alors, je ne dis pas de la défendre de manière patriotique, mais qui la défend même moralement. Donc voilà. Et Renan, aujourd'hui, a gagné. Parce que voilà, on en parle partout du vivre ensemble à la Renan. Comme disait Renan, c'est une communauté d'oubli, c'est-à-dire qu'on est capable de s'enlever de notre identité au nom d'une identité qui est supranationale, qui est celle de la nation. Renan aujourd'hui a gagné, on pense tous comme ça, on pense au vivre ensemble de Renan, à cette communauté d'oubli. L'école allemande, non. Or, cette nation, dont on a eu des perspectives différentes au 19e siècle, euh, cette nation n'est pas la même conception. Enfin, la conception de Renan n'est pas celle qu'on le retrouve en Afrique. En Afrique, on est plus sur une conception très diverse, très ethnique, c'est-à-dire que pour faire nation, pour eux, il ne faut pas avoir des identités diverses. Voilà, il faut appartenir à la même ethnie. Dans un pays, vous avez plusieurs nations, parce que on parle d'ethnie, mais si on prend la caractéristique, j'allais dire, objective de la nation, l'ethnie est une nation, si on prend les caractéristiques allemandes. Bref, je finis là-dessus. Et l'auteur pose donc la question, il développe à peu près tout sur tout ça, hein. Je sors pas ça comme ça pour. Il développe là-dessus, hein. Et je résume. Donc en tout cas, il renverse et il dit finalement, voilà, l'ethnicité, voilà, ça montre que la démocratie à l'occidentale, qui est basée sur le un homme, une voix, ne peut pas fonctionner. Et il pose une question tout à fait pertinente qui dit, et c'est ça le propos de son livre, comment imaginer la forme de l'État dans la gestion de la cohabitation ethnique sous un angle positif pour l'Afrique. Autrement dit, comment faire en sorte, comment proposer quelque chose qui sortirait l'Afrique de ce piège qu'est l'État version occidentale et qu'est la démocratie encore version occidentale. Comment faire pour que l'ethnie soit un élément positif et non négatif? Parce qu'aujourd'hui, on dit, ouais, l'ethnie c'est terrible, l'ethnicité c'est terrible. Non, bah, faisons en sorte que ça soit bien. Et il propose des choses dans cet ouvrage dont je laisse ceux qui ça intéresse découvrir. Il propose des choses. Il s'inspire de Mawia Tchembe, qui est un intellectuel camerounais, qui a pensé un État avec une présidence tournante. Il s'inspire d'autres auteurs qui parlent de démocratie tournante, qui parlent d'une démocratie de groupe, avec une représentativité au plus haute sphère de l'État. euh, euh, de chaque ethnie avec une présidence tournante. Donc chaque ethnie élit son représentant et présidence tournante et possibilité de se réélire qu'une seule fois. Il pense tout ça. Et les questions secondaires qu'il pose, il dit jusqu'où l'État pourra-t-il assumer la cohabitation tendue de ces ethnies et à quelle fin? Comment sortir ce cercle vicieux d'une cohabitation ethnique antagoniste, laquelle fait de l'État africain un enjeu de lutte, d'intérêt et de clan? Comment refonder l'État africain sur ces deux piliers? Voilà tout ce qui est développé dans son ouvrage. Et une autre question, et une question aussi secondaire, qui dit comment concilier l'idée de l'État dont le fondement est institutionnel avec la domination de la conscience ethnique sur la conscience nationale. Autrement dit, comment faire en sorte que cet État ne soit plus objet d'une rivalité, et deux, comment faire en sorte que l'État arrive à concilier une conscience ethnique qui empêche toute conscience nationale. Voilà, il pose toutes ces questions, il y répond, mais j'objecterai quelques critiques à son travail. Ces critiques, c'est que proposer l'alternance, proposer un schéma nouveau, c'est très bien. Je trouve qu'il faut le faire. De toute façon, l'Afrique y passera, c'est obligatoire. Elle n'a pas le choix, elle est tout le temps en conflit, c'est pas à coup de résolution de l'ONU qu'on va changer les choses, et que l'Afrique va sortir de sa conflictualité. Il faut redessiner la question politique à l'aune de la question ethnique et de la question de l'identité. Deux problèmes qui sont fondamentaux. Le premier, c'est un peu léger, mais il faut le dire. Est-ce que ceux qui ont poussé la démocratie en Afrique, à savoir les puissances occidentales, qui ont dit avec le discours de la Baule, démocratisez-vous, vous aurez moins d'aide de notre part, est-ce que déjà ces représentants de l'ONU et des sphères politiques occidentales accepteront que l'Afrique se modifie
de manière constitutionnelle et de manière démocrate et républicaine. Est-ce qu'elle l'acceptera? Ça, je ne suis pas sûr. Et de même, bon, l'Afrique appartient à elle-même, mais bon, c'est avec les luttes d'influence, et euh, vous savez que certaines puissances occidentales tirent leur épingle du jeu de ces représentants qui se maintiennent à vie, hein, c'est évident. Et deuxièmement, grosse question, à mon avis, la plus essentielle, quel président qui est sûr d'être réélu à vie parce qu'il peut modifier la constitution, ou qui est sûr d'être élu en raison de la partition ethnique de son pays, si le pays représente, si son ethnie représente 60% de la population ou même 51%, il sera toujours élu. Alors quel intérêt aurait-il à modifier le fonctionnement politique de son pays qui risquerait de le faire perdre? Je ne vois pas comment ils pourraient accepter, ou alors il faudrait les forcer, les faire partir du pouvoir, mais encore une fois, on n'est pas là pour donner des leçons à l'Afrique. Voilà ce que j'objecte comme simple critique. Ce ne sont pas des critiques de fond, parce que tout est abordé, mais c'est une question de forme. Qu'est-ce que ça peut donner après cette modification, cette démocratie sous l'arbre, donc de l'arbre à palabre? J'ai quelques doutes, mais en tout cas, ce qui est très appréciable, c'est de voir que cette question, en 2014, elle est réactualisée. On voit que le problème ethnique est contraire à la démocratie à l'occidentale, et il raborde toutes ces conceptions de l'État qui ne sont pas qui n'est pas celle déjà de l'Afrique, et la question démocratique qui n'est pas le problème de l'Afrique, et encore mieux la question de la nation qui n'est pas l'État-nation ne veut rien dire en Afrique de manière générale. Et c'est pas parce que pendant la Coupe d'Afrique des Nations, où on voit des pays qui s'opposent, et du coup il y a des gens qui sont pour leur transethnique, enfin il y a interethnique, il y a un peu de tout. Ils sont pour le Cameroun s'ils sont camerounais, ils sont pour le Nigeria s'ils sont nigériens, s'ils sont nigérians. Ce sont des micro ce sont des micro oui, résistances, des micro nationalismes qui existent là. Nous, quand on va au Stade de France, on chante la Marseillaise, mais c'est pas pour ça qu'on irait. On a quelque chose qui se passe en nous, mais c'est pas pour ça qu'on irait défendre sa nation comme ça. C'est quelque chose qui est encore loin de nous. Voilà pour ce que je voulais vous dire, et je te redonne la parole, mon cher Nico. Eh ben, merci Marc pour cette chronique première de l'année 2015. Effectivement, merci Marc pour tous ces éléments. Nos amis Nelson et Baptiste ont peut-être quelques questions, quelques rebondissements à faire dessus, et je crois que Nelson en a. Alors on te laisse la parole, Nelson. Oui, bien sûr. Merci. Ouais, enfin moi c'est partie des points de vue sur lesquels je me suis pas spécialement questionné. Enfin j'ai pas eu l'occasion, j'ai pas pensé et tout. Mais c'est des points de vue intéressants. Maintenant, vis-à-vis des frontières, tout ça, je me demande si c'est pas un désir de la part de l'Afrique d'avoir un modèle occidental avec des États malgré les nations, enfin malgré les ethnies, tout ça. Enfin, est-ce que c'est un désir de leur part ou c'est une influence extérieure? C'est une question, donc C'est une je question, ouais, peux bien répondre. sûr. Non, bah non, c'est pas une volonté de leur part. C'est-à-dire que c'était pas une volonté au départ, mais maintenant c'est la volonté de ceux qui détiennent le pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui et qui, en termes ethniques, remportent toutes les élections, voilà ce que je disais, ont aucun intérêt à ce que l'État perde, puisque c'est l'État c'est l'État qui le pilote, c'est l'État avec lequel ils ont ils captent l'argent. Tous les États africains sont quasiment des États voyous. Quand vous voyez la misère en Afrique, et que vous voyez des présidents qui se gavent à la fois alimentairement et de manière mécaniquement, quand ils ont super bagnole, alors qu'ils valent des milliers d'euros, vous dites qu'il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Donc non, l'Afrique, l'État et les frontières se sont imposés à l'Afrique. C'est nous qui avons décidé ça, et nous avons légué. Et je me souviens, je cite souvent cette phrase de, de, de Félix Houphouët-Boigny qui disait, dès l'indépendance en 1960 de la Côte d'Ivoire, il dit nous avons hérité nous avons hérité de la colonisation, non pas une nation, mais un État. Autrement dit, nous avons hérité déjà l'État, la nation n'existe pas, et ses frontières, bah, ça va avec l'État. Donc tout dépend de la colonisation, tout dépend de cette saloperie qui a été la conférence de Berlin. Mais encore une fois, c'est pas bien ou mal, parce que bon, à la fin, il y avait la colonisation britannique, britannique majoritaire, et après d'autres puissances portugaises, italiennes dans une moindre mesure, et surtout celle française. Et ils avaient besoin de se répartir un territoire qu'ils avaient dominé. Donc, d'un point de vue colonial et de l'impérialisme de l'époque, c'est normal. Il y a pas de, je vais pas dire que c'est mal ou quoi. En tout cas, c'était comme ça. Donc, les frontières se sont imposées à l'Afrique, ça c'est certain. C'est ce qui piège aujourd'hui, et les frontières piègent aujourd'hui l'État, parce que l'État n'a aucune légitimité, il y a pas d'État-nation. Et deuxièmement, quand vous avez des frontières avec une démocratie, vous avez toujours les vieux peuples qui s'opposent, les ethnies qui s'opposent, d'autant plus que
après la colonisation, s'est suivie une phase de parti unique des régimes autoritaires de 1960 à 1990, dans laquelle un régime a pris le pouvoir, un régime qui avait une coloration fortement ethnique parce que c'était les plus nombreux qui avaient pris le pouvoir. Alors, s'en est suivi quelques mais de nombreux coups d'État. Mais en tout cas, chaque ethnie a eu à un moment sa part du gâteau. Et quand la démocratie est arrivée en 1990, le multipartisme et autres, bah, toutes ces ethnies qui avaient été combattues pendant la période des partis uniques ont ressurgi. Et aujourd'hui, on voit des fois des partis, il y en a 100, 150, et ce sont tous des intérêts soit ethniques ou claniques. Et certains, des fois même, créent un parti pour avoir ce qu'on appelle le franc électoral, c'est-à-dire que créer un parti, c'est aussi avoir des subventions. Donc ils font ça uniquement des fois par intérêt ethnique ou financier. Donc non, l'Afrique est piégée, il va falloir faire quelque chose et pour sortir de toutes ces conflictualités qu'elle connaît en raison de cette politique, de ces États, de ces nations, etc. Bah, enfin, il faut faire quelque chose. Enfin, nous occidentaux, on peut peut-être pas faire grand-chose. Non, pas Après, nous, mais est-ce que, l'Afrique. ouais, Là, c'est enfin, un Camerounais qui parle. Le bouquin, d'accord. le bouquin, Oui, c'est non, un mais Camerounais. enfin, si jamais tu dis qu'ils sont bloqués dans un espèce de cercle vicieux, enfin, s'ils ont des intérêts à procéder comme ça, enfin, C'est pour ça que c'est pas simple. Je pense qu'il faut le redéfinir, mais en redéfinissant, c'est facile de mais penser. tu peux Il donner faut peut-être l'appliquer un après. pronostic sur comment ça peut se passer, quand, où, par qui, par quoi. Bah, il y a des idées, hein, il y a des idées qui sont développées. Un Le pronostic de 0. Oui, non, mais quand je dis un pronostic, Deux pour excuse-moi, c'est l'Occident, pas 0 bon, pour mais l'Afrique. Non, non, le mais il n'y a pas une pronostic, idée c'est ce que je t'ai dit. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'État-nation n'existe pas en Afrique. La démocratie piège les Africains pour non pas Comment ça peut améliorer la s'arranger, démocratie. quoi. Moi, Ce selon genre moi, d'idée. non, tant qu'on n'aura pas réglé la représentativité ethnique, ça ne sera jamais réglé. Ouais, mais comment ça peut se régler ce problème-là? Parce que du coup, si ça découle En, de en ça. faisant justement ce que Mabouya Chiembe a appelé la présidence tournante, à savoir, au lieu de raisonner en termes de un mandat qui va durer 5 ans, faisons en sorte de faire élire par les ethnies leur propre représentant ethnique, qui après sera dans une présidence tournante, si tu veux. Moi, je pense qu'un président seul qui compose son gouvernement, on le voit partout, c'est un régime qui est ethniquement homogène, qui est la même ethniquement. Quand Paul Biya fait le gouvernement camerounais, il y a quasiment que des bêtises et quelques bamileke ici et par là pour calmer la tension. Pour dire, vous avez vu, je les intègre, mais finalement, ils servent à rien parce qu'après, ils ont plein de fric, ils n'en ont rien à faire de d'où ils viennent. Donc, moi, voilà, il faut une démocratie de groupe, de savoir que tant de pourcentage, il faut qu'ils aient une représentativité, etc. Il faudrait peut-être un régime fédéral, pour le coup, un régime fédéral sans gouvernement fédéral. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué. C'est-à-dire Alors très avoir des rapidement. avoir des États fédéraux, comme aux États-Unis, mais pas avoir de gouvernement central. Il faudrait de gouvernement central avec une personne. Il faudrait une présidence là aussi tournante, ou alors une espèce de groupe qui Un peu domine. comme l'Union européenne, où on a une présidence tournante qui s'effectue. Voilà, exactement, t'as compris. Mais sauf que l'Union européenne n'est pas fédérale, mais confédérale. Oui, C'est-à-dire qu'il bien y a, sûr, il y a non mais pas de, évidemment. voilà, parce qu'il n'y a pas de constitution il n'y a pas de constitution, c'est ce qui différencie les États-Unis de l'Europe. Mais non, il faut un régime, à mon avis, fédéral avec un gouvernement Et une constitution. et une constitution, mais dont la présidence et le gouvernement sera avec une présidence tournante. Euh, C'est envisageable ou pas? Justement, le problème étant, c'est que cette politique-là devra être forcément lancée par les pays. Je pense que l'Occident a aucun intérêt aujourd'hui à lancer ça, parce que je vous dis, les grandes firmes qui investissent en Afrique sont trop contents d'avoir un président qui est là depuis très longtemps, sur lequel ils peuvent s'appuyer facilement et des fois lui faire donner de l'argent pour qu'il puisse récolter des voix un peu ici et là. Tout ça est vérifiable. Tout ça est vérifiable. J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Ouais, C'est pas moi qui l'invente. tout ça est avéré. tout ça est vérifiable. Et donc, voilà. Et puis surtout, je vous dis encore une fois, la question fondamentale, c'est est-ce que le président qui aujourd'hui bénéficie de ce système démocratique qui le fait systématiquement élire en raison de la démographie, en raison du ventre les plus nombreux sur sa terre de son ethnie, est-ce que lui aura la volonté de faire ça, d'aller dire présidence tournante, gouvernement fédéral, et je ne pense pas, mais il y a un moment où la conflictualité sera telle qu'ils seront obligés d'opérer comme ça. Eh bien, merci pour ces quelques éléments de décryptage à travers Pascal Touoyem et ton analyse de son ouvrage. Baptiste, tu n'avais rien à ajouter. Non. Voilà, merci Baptiste. On passe à la deuxième partie de cette émission, c'est On en parle.
Et dans cette partie, nous allons parler actualité et débat. Et ce soir, eh bien, nous avons décidé de consacrer cette partie de l'émission à la déchéance de nationalité, qui est un sujet qui a fait son apparition de nouveau après les attentats du 13 novembre. On vous rappelle également cette actualité du jour. Un homme aujourd'hui a tenté de rentrer dans un commissariat. Il a tenté d'agresser des policiers et cet homme eh bien, a été tué par les forces de l'ordre. Donc voilà, c'était au niveau de la Goutte d'Or à Paris. Voilà, la menace terroriste. J'ai fait un mélange entre le risque et la menace. Donc la menace terroriste est bel et bien toujours présente. C'est pas parce qu'on a changé d'année, contrairement à ce que certains pensaient, qu'on allait évidemment changer de société. Et donc effectivement, il y a eu cet incident aujourd'hui. Nous y reviendrons éventuellement dans une autre émission si jamais d'autres choses en sortaient. Un an après Charlie Hebdo, effectivement, nous sommes le 7 janvier 2016 et il y a un an, la rédaction de Charlie Hebdo était décimée par des terroristes, les frères Kouachi. S'en était suivi 2 jours de traque avec effectivement d'autres assassinats et l'épilogue, j'allais dire, de cette affaire avec l'affaire de l'hypercachère. Et puis l'hypercachère, c'était Amédi Koulibaly qui avait pris en otage les clients de ce magasin et évidemment les employés de ce magasin. Et en même temps, les frères Kouachi qui s'étaient retranchés dans une imprimerie. Donc tout ce petit monde avait été neutralisé à la fin de l'opération. Donc voilà, je le disais, le 13 novembre, à l'issue de ces attentats, eh bien, de nouveau une proposition longtemps faite notamment du côté de la droite et de l'extrême droite, de la déchéance de nationalité, qui existe déjà la déchéance de nationalité en France, mais voilà, il reste à en préciser un petit peu les nouveaux contours, j'ai envie de dire. Et donc François Hollande avait, lors de sa présentation au Congrès à l'issue du 13 novembre, fait cette proposition. Et aujourd'hui, ça semble être un peu une épine dans son pied finalement, puisque le président de la République aujourd'hui est confronté à son propre parti politique, celui dont il vient, et qui n'est pas très chaud. Et à gauche, de manière générale, on n'est pas très chaud sur cette proposition. Donc voilà, la déchéance de nationalité marque un an après Charlie Hebdo. On n'a pas avancé sur le sujet, mais aujourd'hui, il semble être présent sur la scène politique, alors même qu'on peut s'interroger, et que beaucoup s'interrogent, et voilà, il y a les articles qui le montrent, beaucoup s'interrogent sur l'efficacité d'un tel dispositif s'il était mis en place. Bah, moi, les bras m'en tombent parce que je vois absolument pas à quoi ça peut servir. À quoi ça peut servir, sinon servir de symbole, peut-être, mais je ne vois pas en quoi ça peut réellement servir, parce que les gens qui sont déjà partis dans des scénarios type Syrie, type terrorisme, etc., type État islamique, tout simplement, déjà dans leur tête ne sont plus français. Et à quoi ça servirait de les défaire de la nationalité française pour qu'ils aillent, toujours aller, qu'ils aillent directement dans l'État islamique. Donc non, je vois vraiment pas l'intérêt, vraiment pas l'intérêt. On a l'impression que avec cet événement qui, en fait, droitise un peu la gauche, c'est-à-dire qu'il y a une tournure un peu sécuritaire qui est quasi obligatoire, c'est obligé. On a l'impression qu'il y a cette réforme, on a l'impression que ça grappille un peu sur le terrain du Front National, mais on voit pas vraiment l'intérêt. Si tu veux, la vraie question, et j'en termine là-dessus, la vraie question est de savoir comment on fait aujourd'hui pour éviter que ces gens-là puissent encore tout simplement naître, pas être français, naître. Comment on fait? Alors, on sent bien derrière cette mesure, et on va interroger Nelson et Baptiste également sur ce sujet, on sent à travers cette mesure finalement qu'on aurait envie de faire en sorte que les terroristes qui commettent des actes sur le sol français ne soient plus considérés comme français. C'est simplement finalement un symbole de dire que ces gens-là, ils ont commis des attentats, donc ah non, ils sont pas français. Est-ce que vous êtes d'accord avec finalement cette interprétation un petit peu de ce qui nous est proposé là finalement? Enfin, seulement, c'est même pas une question de ça, que ce soit français ou pas. Enfin, ils ont, ça reviendrait à dire que oui, ils ont été dégoûtés de la France, c'est pour ça qu'ils ont fait ci, c'est pour ça qu'ils ont fait des attentats. Je crois pas que ce soit vraiment la question. Je pense que il y a un problème qui n'est pas un problème de nationalité, et que retirer la nationalité à ces gens-là, comme disait Marc, je suis tout à fait d'accord avec lui, ça va pas régler le problème. Dans leur tête, ils sont pas français. Enfin, ils- pour eux, ils sont musulmans même avant d'être français. Enfin,
C'est-à-dire, enfin, Si, c'est vrai. j'ai modéré mes propos. Bah Si tu si, veux. si, non, mais il y a rien. Non, non, Ils se attends, sentent musulmans avant ils d'être. sortent non, musulmans d'une certaine façon, parce qu'il y a musulmans Oui, et non, mais musulmans, si tu vois ce que je veux non, mais dire. à leur titre, ils se sentent Eux musulmans. se C'est vrai. Eux, revendiquent ils se musulmans. revendiquent Voilà. musulmans. Il y a rien de. C'est un fait. Et C'est c'est politiquement vrai incorrect, hein, que. si on commence à Oui, préciser oui, dès oui. qu'on dit un truc. Oh. Non, mais oh, c'est un détail de l'histoire. Non, ça par contre, t'as pas le droit. Ah, tout ça est vérifiable, j'ai envie de dire. Voilà. Si on cherche un peu, on trouve. On blague, hein, évidemment. Évidemment, on blague. Oui, on précise. On tu vois. précise, là par contre, il faut préciser. Là. Ouais, bah non, enfin. Je crois la nationalité en France a un truc en plus qui est très particulier parce qu'on a un drapeau, on a un hymne, on a un truc, tout un tas de signes. Bah, qui comme au tous les fi- pays. Oui, non, mais en France, c'est quand même très Oh. particulier parce que c'est pas si représentatif de ça, enfin, de ce qu'est la France. Enfin, par exemple, moi, la France, c'est pas un drapeau bleu blanc Non, rouge, c'est le c'est pas un truc- saucisson, c'est. Par exemple, c'est le vin, le saucisson et le claco. Ça peut être aussi. C'est bien parce que le vin et le saucisson. Bref. Non, mais attends. Non, mais on a Mais le le droit d'aimer fromage, mais ça attends, quand même. j'ajoute le fromage, comme ça les musulmans peuvent en manger, tu vois. Voilà. Enfin, ouais, c'est pas. Sauf c'est les pas une musulmans question de ça. végétaliens, c'est ça Les véganes, ouais. Les mais véganes, non, mais ouais. enfin, eux, ils sont véganes avant d'être musulmans. On s'en fout. C'est pas le problème, si tu veux. Par exemple, moi, à titre Nous dérivons, personnel, excuse-moi, vas-y. la France, c'est aussi c'est une culture intellectuelle, c'est une culture sociale, c'est son histoire, c'est plein de trucs et tout. Et ça appartient à chacun, en fait, la nationalité. C'est pas une question de drapeau. Et retirer ta nationalité, soi-disant, parce que t'as été terroriste, je crois pas que ce soit une bonne chose. Enfin, c'est stupide, c'est perdre du temps pour pas grand-chose. Puis bon, ça fait parler Manuel Valls, pour ça je le trouve un peu limite. Pour pas dire limité. Mais, pardon. Bah, Mais je le dis quand même. Hein, enfin. Mais on va. Pardon, Oui, non, ça, bah, là, tu m'entends Non, oui, Marc, je voulais faire participer Baptiste, mais vas-y, réponds et puis nous écouterons la synthèse de Baptiste. Je trouve que je suis d'accord. Nelson a dit qu'il était d'accord avec moi, donc je peux être que d'accord avec lui. Mais Oh, Marc. Oh là là. non, c'est pas. Je dis ça pourquoi? Je dis ça pourquoi parce que je modérerai un petit peu. Je pense que on a tendance à évacuer. Je suis pas pour. Moi, je suis pas pour qu'on fasse pour La déchéance de la déchéance nationalité. de la nationalité, parce que ça changera rien. Mais je veux pas non Attends, est-ce plus. que c'est pas parce que ça ne change rien qu'on ne peut pas le faire? Juste cette petite Oui, mais parenthèse. alors, tout simplement, il faut bien qu'une politique se juge à ciel ouvert. Il faut qu'elle serve à quelque chose. Sinon, on Non, mais fait la pas de question de politique. fond, c'est est-ce que les terroristes doivent rester français? Attention, j'ai pas dit que j'étais pour Non, ou non, contre, mais je tu pose la peux. question. C'est vraiment. Prochainement, on va changer. On va mettre politiquement correct parce que dès qu'on y a un truc, on peut plus le dire. On est tout de suite. On précise toujours. Non, non, non. Moi, ce que je pose comme question, c'est que je pense qu'avant d'avoir des. Oui, on peut le faire. Si vous voulez le faire, faites-le. Mais ça changera rien. Mais moi, s'ils veulent le faire, je En fait, m'abstiendrai. tu es Je m'abstiendrai. contre cette proposition parce que pour toi, elle ne change rien. Parce que Simplement. voilà, exactement. Elle ne change rien. C'est pas parce qu'ils vont se défaire. Tu dis, ils sont déjà plus français depuis un moment avant de faire ça. Donc ça va pas changer grand-chose. En tout cas, il faut pas oublier que ceux qui se radicalisent et qui sont nés en France et qui partent après faire le djihad ou autre, ils sont nés dans une culture française et dans une éducation française. Alors là, il faut se poser la question, non pas de la responsabilité de la France, mais du rôle qu'a eu la France sur certains types de populations. Parce que quand on se rend compte que c'est toujours les mêmes personnes qui fréquentent les mêmes mosquées, qui font ceci, qui font cela, il faut se poser la question de savoir quel est, là encore, le poids du déterminisme en France sur certains types de populations. Si Enfin, le terrorisme n'est pas français. On a eu des attaques terrorisme j'ai aux pas dit ça, États-Unis, mais il y en a tous les jours au Moyen-Orient. chacun leur problème. Là, moi, je raisonne. Non, mais Oui, mais tu es en train d'expliquer un problème qui est dans le monde entier par mais un je- déterminisme français. français, parce que l'analyse que je vais faire en France, elle peut se répercuter un petit peu partout. D'accord. Le truc, c'est C'est un qu'il y a exemple. tout d'abord un problème, donc déjà d'intégration. Je pense que le fait qu'on ait dit à un moment donné, on a fait venir des immigrés économiques à partir de 1960-70. Ces populations, on leur avait donné un travail, on a fait le rapatriement familial en 74. Et ces populations, qui étaient leur père ou leur grand-père, qui sont des populations qui se sont vite intégrées parce qu'ils voulaient s'en sortir en France, ils voulaient ceci, ils voulaient cela. Et c'est vrai qu'il n'était pas bien vu à l'époque. Il y avait des pétitions qui faisaient en sorte qu'on ne veut pas voir ceci, on ne veut pas voir cela. Et qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est que ça fait 3 fois en moins de 2 minutes que tu répètes ceci et cela. Pardon, j'arrête. Donc, on a vu ça.
Et quand ils sont arrivés, on a vu ça, pardon, excusez-moi, on a vu ces tracts, ces commentaires assez indignes. Est arrivée ensuite la nouvelle génération, deuxième, troisième, et on a eu tendance, on l'a très bien vu avec la politique urbaine, et tu t'en diras sûrement mieux que moi, il y a eu un effet où on a maintenu des populations dans des lieux qui socialement sont indignes. Sont indignes. Si on remarque que la délinquance est plus forte dans les milieux dits populaires que dans les autres, c'est bien qu'il y a une raison. Donc je pense que le fait d'avoir, à un moment donné, aux deuxième génération, le fait de leur avoir dit cultivez vos différences, faites en sorte que, on a enlevé l'idée d'intégration et le fait qu'ils puissent se sentir, pour certains, et ça marche pour la majorité, mais pour certains, ça ne fonctionne pas, et ils se sont sentis donc peut-être délaissés. Et autres, donc c'est notre politique d'intégration et notre éducation qui n'a pas poussé à intégrer certaines personnes, évidemment. Et notre deuxième chose, tout simplement, ce qui donne du crédit et qui motive tout ça, c'est le contexte mondial. C'est le contexte des conflits, c'est notre contexte de politique extérieure étrangère qui bombarde des populations. Et le problème étant, c'est que bon, la guerre a ses raisons, hein, évidemment. Que la raison ignore. Que la raison. Si, justement, non, a ses raisons tout court. Elle a ses Juste en raison. poésie ratée, Voilà, le dommage. bien, le mal, l'axe du mal. Voilà, c'est la grande théorie de Bush. C'était Et la nous, séquence poésie. moi, Jingle. je suis contre toute intervention dans des pays, l'ingérence dans tout autre pays, donc bombardement, je suis contre ça. Et c'est pas étonnant que quand vous bombardez, même si vous bombardez au nom de terroristes qui s'y trouvent, vous allez bombarder. Il paraît qu'il y a 4 millions, depuis nos bombardements en Irak, 4 millions de musulmans qui ont été tués, des morts civiles, à cause de ces bombardements. Donc il ne faut pas s'étonner qu'après ça puisse motiver certaines personnes qui, pour les plus extrêmes, se revendiquent de l'islam et donc de la communauté musulmane à travers le monde, qui veulent défendre ça contre la percée impérialiste occidentale. C'est tout. Baptiste. Oui. Euh, Merci Baptiste. Ouais, non, cette démarche, non, mais cette démarche, oui, effectivement, je sers pas à grand chose. C'est symbolique, hein, c'est comme Marc a dit, c'est principalement symbolique. Après, je me pose la question, le fait de leur enlever la nationalité française à ces gens-là, euh, ils sont quoi après, au final? Ah bah alors, Tu vois, ils sont alors voilà. apatrides. C'est ça, en fait, c'est ce que je me dis. Tu leur enlèves la nationalité française. Dans l'histoire, les mecs, est-ce qu'on va dire ex-français? Est-ce qu'on va leur filer la nationalité du pays au final, genre, la source du terrorisme, non, mais ce qu'on a considéré comme étant la source du terrorisme, est-ce que c'est peut-être une façon en même temps de renier et de dire justement non, mais finalement c'est peut-être pas de notre faute, avec ce que justement ça relie un peu avec ce que Marc raconte avec le déterminisme. C'est justement le côté, c'est on leur enlève la nationalité française, ça veut dire non, finalement ils ont pas fait leur classe chez nous. C'est voilà, c'est non, finalement ils sont de là-bas. Nous, on n'a aucune part de responsabilité. Est-ce que dans l'histoire, ça va peut-être pas se passer comme ça au final, à se dire bon, ils n'ont jamais été français. Nous, nous sommes juste les pauvres victimes du terrorisme. Alors, c'est évidemment l'un des principaux enjeux et L'un des l'un des principaux enjeux, pardon, et l'une des principales questions qui se posent sur cette réforme. Il semblerait que François Hollande, dans le projet, veuille retirer la nationalité française aux personnes qui ont une double nationalité. Et ce qui finalement euh, pose encore plus de questions, parce que on part de ce principe-là, c'est-à-dire de ne pas rendre apatride quelqu'un. Mais donc c'est effectivement, écoutez, a priori, il est binational, reprenez-le, quoi. Et d'un autre côté, C'est ça, c'est ça limiter la pose casse au et maximum. puis ça crée bon alors, excusez-moi, mais c'est la façon de le dire, mais ça crée une discrimination entre les terroristes, à savoir ceux qui ont qu'une seule nationalité et ceux qui en ont deux. La phrase peut être complètement, voilà, bizarre dite comme ça, mais Nous le devons le fait protéger est leurs droits. le fait est non mais voilà, le fait est et je suis pas en train de faire je suis pas de la ligue de défense des terroristes, mais c'est juste pour dire il y aurait ceux qui sont binationaux C'est la et donc qui LGT. perdent simplement la nationalité française, bien que je pense pas que ça leur change grand chose dans leur vie. Pour ceux qui sont arrêtés, parce que les autres, ils sont morts, donc la question se pose plus. Mais Ils sont quoi, eux? Je pose la question. bah, ils sont morts. Ça avait d'ailleurs fait scandale qu'ils Est-ce se qu'ils sont soient, morts qu'ils soient avant fait- d'être que terroristes? certains se soient fait enterrer Il y en a un qui France, s'est fait enterrer, effectivement, qui s'est fait enterrer en Île-de-France. Donc voilà, j'imagine qu'il doit y avoir une sacrée surveillance en ce moment dans ce cimetière-là, hein, pour éviter les ils vont les aller se rébellions. recueillir là-bas, On, les mecs, on- on va, on va se refocaliser sur ce qu'on est en train de dire pour dire effectivement qu'il y aurait dans ce projet qui vise donc à ne pas rendre forcément certains apatrides, de ne finalement n'enlever la nationalité française qu'à ceux qui sont binationaux. Donc il faut reconsidérer l'ensemble de ce qu'on est en train de dire depuis 15 minutes maintenant. C'est-à-dire que on est en train de s'attaquer aux terroristes, qui sont quand même pas des millions en France, ni des milliers d'ailleurs, pour être très, très franc, binationaux,
qui commettraient des choses pour lesquelles on peut leur reprocher, donc enfin qui commettraient des choses que l'on peut leur reprocher. Enfin voilà, pour confronter un petit peu la mesure à effectivement ce qu'on disait avec Marc dès le début, c'est-à-dire à son importance dans le paysage. Aujourd'hui, c'est principalement finalement une mesure de communication, on est tous d'accord pour le dire, pour faire, enfin disons que pour envoyer un signe à Marine Le Pen ou à ses électeurs en tout cas pour dire: «Bah, écoutez, Marine Le Pen le propose depuis des années. De toute façon, vu l'impact que ça va avoir, voilà, on le fait». Mais voilà. Alors Baptiste, je te laisse, je sais pas si tu avais terminé ou si tu souhaitais si tu souhaitais continuer sur, voilà, ou réagir à ce que je viens de dire? On va couper mon élan. Mais j'ai perdu mon fil, non, mais je C'est sûr. je ne Bah, sais Je pensais que tu plus. avais terminé et j'ai vu dans ton regard au Non, fur j'ai et à posé la mesure. question. On en parle, si tu veux, je reprenais après. Ouais, Mais pas autant. vas-y. Je te laissais pas parler autant, c'est ça. Mais là, j'ai oublié surtout ce que je voulais dire. Peut-être que Marc ou Nelson veulent réagir et ensuite Non. on te laissera compléter. Non. ouais, bah alors moi oui. Enfin, si je suis d'accord avec ton Bah analyse, non, mais Marc, je viens de je dire pense oui. que, Touché tous les ah deux bon. aussi. Parce que non, t'as dit des trucs Pardon. intéressants tout à l'heure que j'avais pas Ah bah vas-y, spécialement Nelson qui rebondit à totalement Marc, compris. ensuite on écoutera Baptiste. Nelson, La question de savoir ce qu'ils deviennent, c'est vrai que c'est pas mal. C'est bien, c'est bien. T'as on bien t'écoute résumé. Non, mais Nelson. au-delà de la Non? Ah, question, tu sais, un peu genre conspirationniste, si tu veux, de se dire oui, mais ils font ça, est-ce que ce serait pas, donc ouais, pour limiter la casse, pour renier un peu, et puis genre pour essayer de boucher les yeux au niveau des problèmes que, bah voilà, comme disait Marc, encore une fois, le déterminisme social, ils évitent effectivement de certaines populations qu'on a casées dans des ghettos, tu sais, on va utiliser les grands mots, hein, qu'on a mis dans des ghettos, c'est un peu les oubliés de l'histoire. c'est le terme qui est utilisé, effectivement, oui. Voilà. Enfin, même si le terme de ghetto est pas adapté, mais. Oui, parce pas que c'est adapté, un mais ça terme représente bien, américain si à la tu veux. base, Mais oui, oui. Ça qui on- définit une représente bien quand Oui, situation. non, mais je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais c'est. Mais ça Les ghettos représente- sont une spécificité américaine, c'est pour ça que je veux dire ça. Oui, mais on a traduit Et Tu veux ce que je dise terme. quoi, qu'on les des mette dans Juifs, des camps pendant certains temps. Dans des quartiers, dans des quartiers Dits résidentiels, voilà, dits populaires, Ouverture sur la mer. Ouverture sociaux, voilà. C'est ça. à faible pouvoir d'achat, et ainsi de suite. Non, mais au-delà de ça, voilà. Mais c'est est-ce un que détail- une c'est un façon- détail de la francophonie. C'est un détail de la France. Mais oh là là. Tu l'as fait perdre ton vous me fil pour faites la perdre, deuxième mais fois. voilà, j'arrive plus à réfléchir avec vos conneries. Donc oui, voilà. Est-ce que en même temps, c'est pas une façon aussi donc de boucher les yeux et un petit peu de Fermez les yeux. de- Putain, mais arrêtez. Dédouaner le rôle de la France. Voilà, exactement. Dédouaner un peu le rôle de la France et en même temps de faire oublier un peu tous ces problèmes qu'on galère à régler, tout simplement. Le déterminisme, tout ça. De se Et dire, c'est sûr que c'est bon, pas ça qui fera reculer le terrorisme. Bien Oui. sûr que non. bah, Au ça contraire, ça va risque pas même le faire d'accentuer. reculer et au-delà de ça, c'est. Enfin, après, c'est une question de point de vue. C'est-à-dire que si tu enlèves effectivement la nationalité de français aux terroristes, ils viennent plus d'ici, ils viennent plus de chez nous. Donc la menace, elle est extérieure. Mm. Donc d'un coup, tu oublies que ils sont, ils sont parmi nous. Non, mais voilà, il y en a partout. Il y en a partout dans le monde. Ils sont planqués dans chaque pays, c'est pas le problème. Mais là, c'est d'un coup, à dire qu'à enlever la nationalité de français, tu enlèves la suspicion, on baisse notre garde. C'est très intéressant ce que tu Et dis puis là. on- et puis- Attends, Je sais, attends, non, mais c'est- ça, je sais. Non mais oui, c'est très non Merci. mais parce que aux États-Unis, il y a cette dimension de menace intérieure et de menace extérieure, notamment qu'on voit souvent dans les téléfilms Mhm. policiers américains. Et finalement, la France, bon, alors on va plus loin, ça j'en sais rien, mais met là le doigt sur cette question de savoir est-ce que la menace est de l'intérieur ou de l'extérieur. Et à partir du moment où on considère que la personne n'est pas française, c'est une menace extérieure, même si la personne est à l'intérieur du territoire. Et ça, après, c'est de la. Ouais, effectivement, c'est peut-être Mm. un outil de communication, c'est une façon de faire, c'est psychologique. Les mecs ont sûrement des experts là-dessus pour savoir comment il faut parler, ce qu'il faut dire, les bons mots. Marc, voilà. tu souhaitais réagir? Oui, je souhaitais réagir parce que, sans le savoir, Baptiste vient de m'aiguiller sur un point très important que je voulais dire tout à l'heure. Et voilà, on a fini de se lancer des fleurs. Euh, si on leur enlève la nationalité, est-ce qu'on leur enlève la nationalité? Bon, très bien. Mais est-ce qu'on n'est pas plus en mesure de les pister en sachant qu'ils sont inscrits dans nos fichiers nationaux? Parce que ce qui s'est passé avec l'état d'urgence et tout, c'est qu'on a ouvert la possibilité de pouvoir enquêter plus facilement et plus rapidement sur des personnes susceptibles ou à risque, on va dire, risquant de se lancer vers l'État islamique, de se lancer dans le djihadisme. Est-ce que, en dénaturalisant, on n'affaiblit pas au moins cette facilité de pouvoir repérer les individus dangereux ou pas? Moi, je pense que au lieu de faire ça, donc il y a moi, évidemment un rôle de la France, pour moi c'est évident. Mais la deuxième chose, c'est que je trouve qu'on a, au nom de la liberté, de justice et au nom de
de plein de principes qui font de la République ce qu'elle est aujourd'hui, on a une certaine forme de légèreté, une certaine forme de difficulté à pouvoir pister et enquêter rapidement des personnes susceptibles de faire ceci ou de faire cela. Je trouve qu'aujourd'hui, le fait qu'on nous dise que la démocratie est en cause parce que on a sur des personnes qui sont... C'est quoi, fichier S, un truc Fichier S, oui, Fichier S. effectivement, les fiches S. Oui, Comme c'est pas suspect. normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Pendant 3 mois, ils vont pouvoir venir comme ça, faire. Bon, et on dit oui, la police prend le pas, ça y est, on est à l'aube du totalitarisme. Attendez, c'est pas parce que on peut faire des perquisitions chez des personnes qui sont classées dans un fichier où sont classées des personnes pas très recommandables qu'on risque de casser l'intégrité ou même la justice du pays ou même l'intégrité des personnes. Arrêtons. S'ils sont fichés là, il y a déjà des raisons pour lesquelles ils méritent de se faire déranger à 5 h du matin pour une perquise. Moi, je considère qu'au bout d'un moment, il faut prendre la politique à la base et être un peu dans le réel. C'est comme la vidéosurveillance où Mais finalement il y a on une dit dernière chose quand que. même qu'il faut, je te coupe rapidement, c'est qu'ils ont quand même un fichier, ils ont des perquisitions, et des fois ils trouvent des choses quand même. Sûr. Qu'ils Mais, n'auraient pas dû trouver. non mais attends, qu'ils auraient pas dû, enfin ils trouvent des trucs. Ce qu'ils font, Non, je voulais dire que normalement, le mandat ne leur permettait pas de. Enfin, un mandat traditionnel, leur oui, c'est oui, non ça mais que tu enfin voulais bon, dire. c'est pas le problème. Ah bon. C'est Mais que bon, ils trouvent des trucs, et en fait là ils font quoi? Ils font un petit fichier tout beau, tout propre, ils le tapent, ils rentrent dans un radiateur, au Ah oui, suivant. d'accord. Ils font rien. J'ai une anecdote à ce sujet-là, c'était une amie, je citerai pas son nom, qui... Dans les hautes sphères. Sinon, de l'abri. ouais. sinon, on En floute. fait, hein. Elle aime le bleu. non. Elle travaille dans les hautes sphères de l'État. Et là, Ah, Ségolène Royal. non, moins haut quand même. Mais elle la connaît, ouais. Bref, elle Moins nous haut quand même, expliquait- ça te donne le niveau, tu sais. Non, je rigole. Non, mais bref, elle expliquait elle avait une amie, pareil, au même niveau qu'elle, qui avait déposé une plainte parce qu'elle avait vu un mec à 2 rues de chez elle sortir de sa bagnole des gros sacs, machin, et notamment elle avait vu assez clairement des armes, quoi. Des armes de gros calibre. La nana en question appelle les flics, elle dit ouais, j'ai trouvé ça et tout. Le mec prend la déposition, il dit bon bah voilà. Parce qu'un mec avec des gros sacs au mois de décembre, c'est le Père Noël. Mais Non, c'était. Pardon, le excuse-moi. mec, Bon, dans la haute, Bon, attends, des je vais te la roquettes. faire hein. simple. Elle a vu un mec décharger des armes de sa bagnole pour le mettre, elle appelle les flics lui dit ouais, et il fait rien. d'accord. Là, il y a un problème, tu vois, c'est que il y a beaucoup de choses comme ça qui sont pas du tout traitées. Et après, on fait des listes, on dit ouais, regardez, on les avait dans nos fichiers depuis longtemps, et il se passe rien. Vous avez peut-être vu d'ailleurs, pour Parce rebondir que sur- le droit est trop, Merci est de me trop- couper. trop Vous, strict. vous avez peut-être vu, Non. c'est moi le présentateur, c'est Pardon. moi qui coupe les gens. Vous avez peut-être vu cette anecdote dans l'actualité cette semaine, que effectivement la boulangère qui a appelé la police pour prévenir d'un voisin qui n'était pas venu chercher sa galette ou son pain, je sais plus, sa commande en tout cas, voilà ce qu'il avait commandé. Et du coup, les policiers au début n'étaient pas très chauds et puis finalement bon ils se sont déplacés et ils ont retrouvé ce monsieur. Ça faisait 5 jours que ce monsieur était par terre allongé. Donc heureusement qu'ils se sont déplacés. C'est vrai que il Fallait y quand a même un ces truc questions entre de. une galette qui a pas Non, mais- été récupérée. Et Bah, un c'est mec- mais mais Oui, on non, mais souligne enfin, la je veux même dire, chose. Ça, à la rigueur, je peux comprendre, tu vois, ouais, bah, il est pas dû chercher sa galette, c'est marrant. Oui. Mais là, la meuf a vu des armes et le mec s'est pas déplacé, quoi. Enfin, rien à foutre. Enfin, moi, je trouve, quand on a des informations comme ça, au lieu d'attendre et de voir ce qui se passe, ce qui s'est passé avec les connards là, du 13 novembre, il faudrait quand même envoyer, je sais pas, envoyer des gens. Le raid. Bah ouais, par exemple. Non mais effectivement, tu as Non, mais raison. il y a la présomption d'innocence. C'est-à-dire que tu peux Mais pas la faire présump- ce que tu veux. Non, mais enfin, Malheureusement, quand c'est ça. C'est pas correct. Mais quand c'est on te tout. parle de quantité de flingues, des gros calibres, des machins, qu'est-ce qu'on attend? Bah, Oui, et- non, mais d'accord, mais ce que- peut-être que Marc, c'est Marc, qu'un moi je veux bien la présomption d'innocence, mais ce que dit Nelson, c'est qu'il suffit non pas de mettre le gars tout de suite en prison, mais peut-être d'enquêter avant. Alors, Bah, à au la limite, moins, de vérifier, Oui, d'accord. c'est ce que je dis. Bah oui. Ah, vérifier. d'accord. Bah, Mais là, évidemment. en l'occurrence, les Autant pour mecs. moi. Il s'agit ont pas de rien le fait, ils ont condamner avant envoyé que le mec personne. ait été retrouvé. À mon Ils ont peut-être avis- pas assez de moyens, je sais pas. hein. Sans blague. Mhm. Sans blague. Vas-y, précise ta pensée. Non, mais enfin, je sais pas, on voit une bagnole. Enfin, Tu fonces dans la baraque, on voit ouais, une par bagnole. exemple. On peut exécuter le mec direct dans la Non, rue, mais donc, enfin, je sais ça- pas, on voit quelqu'un sonner à la porte si tu sens que. Enfin, je sais pas, fais quelque Oui, chose non, au mais moins, oui, tu c'est vois. vrai, Dire, c'est ouais, vrai. t'es surveillé. Je suis d'accord avec toi. Parce que Mais- là, le mec, en plus, visiblement, s'il a été vu, c'est qu'il se cachait pas Oui, spécialement. mais je crois qu'il y a un problème dans le niveau des. Parce que quand on fait ça, j'arrête après. Pour faire ça, justement, aller voir la personne de avec la porte, il faut quand même avoir un avis délivré par un juge et même et Il Par faut la un juge. mandat. Par un Ouais, juge. il faut Ouais, un mais mandat. là, il y a eu une Un plainte qui a mandat été déposée. ou oui, non, mais une plainte. Ça veut pas dire que le juge va accepter que tu puisses comment on appelle ça
quand tu vas chez la personne, il faut un. Enquêter, enfin il faut un Non, mandat non, pour enfin, perquisitionner. Voilà, un mandat pour perquisitionner. C'est-à-dire que ça met du temps parce que les juges, il y en a pas beaucoup, ils mettent du temps à faire Oui, Ça mais c'est ça. en peut-être le gros, problème. du Pourquoi temps. est-ce qu'il n'y a pas autant, enfin pas autant de juges que de À la policiers, mais rigueur, voilà, mettre de du temps à preneurs de faire quelque décision. chose et faire quelque chose, pourquoi pas? Mais ne rien faire du tout, Oui, oui, je suis d'accord avec toi. ça c'est un problème qu'on Oui, a en bien sûr, France. bien sûr. Et je crois que c'est pas qu'en France, mais je ne me prononcerai pas Bon, là-dessus. toi, bon, c'est déjà, on est en France, l'administration. alors parlons au Oui. nom de la France. n'est-ce pas Bien, merci messieurs pour ce premier débat. Je vous rappelle à propos de ces 1 an de Charlie Hebdo, enfin des attentats à Charlie Hebdo et à l'Hypercacher, etc., les attentats de janvier, du 7 au 9 janvier de l'année dernière, tout simplement je vous rappelle cette Ouais, anecdote, j'ai fait pardon, ça. voilà, j'ai retrouvé le fil de ma pensée. L'anecdote, vous savez qu'il y a eu les commémorations, qu'il y en a cette semaine, il en restera encore d'ici la fin de la semaine, et il y en a eu au début de la semaine. Et donc, il y avait une plaque qui a été déposée devant Charlie Hebdo. Et pour la petite anecdote, qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire, évidemment, mais voilà, Volinsky a été écrit avec un Y sur cette plaque, alors que celui qui était à Charlie Hebdo, Volinsky, s'écrit avec un I à la fin. Et donc, il y a eu tout un ensemble de choses après sur Twitter reprenant le Je suis Charlie, Charlie avec un Y. Voilà pour l'anecdote qui clôture ce Une débat. saloperie, donc, Et puis, une autre peut-être ouverture sur ce débat, puisque vous le savez, aujourd'hui, il y a eu de nouveau des petites choses qui se sont passées à la Goutte d'Or, et également dans un contexte où la menace terroriste est toujours présente, on peut s'interroger sur ce plan Vigipirate si les terroristes commencent à attaquer des commissariats. Bon là, il se trouve qu'il n'a pas eu le temps de faire grand-chose, mais voilà, C'était une ceinture factice. la ceinture était factice effectivement, mais les policiers ont cru, évidemment, il y avait des fils qui pendouillaient, le gars, et on a cru que c'est un terroriste. Bon, il se trouve quand même que cela pose des questions sur la surveillance. Est-elle possible sur l'ensemble, partout, toujours? Voilà, on pense notamment à toutes ces questions autour des bâtiments universitaires, par exemple, voilà, de surveillance, de contrôle permanent. La société doit-elle s'y habituer? Ça pourrait être une question qu'on évoquera ultérieurement. Mais tout de suite, nous passons à notre dernière partie de cette émission de ce soir, le coup de projecteur. Suivez-nous sur radio-rec.fr. Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter. Partagez l'émission sur YouTube. Et vous n'êtes pas sans savoir que Cinebdo, l'émission de cinéma de Radio Rec, n'est pas encore à l'antenne cette saison. Elle n'était pas prévue à la rentrée, et pour le moment, on n'a pas encore de nouvelles si elle reviendra. Mais voilà, nous proposons chaque jeudi soir désormais, comme on le faisait parfois auparavant dans l'émission, de nous interroger sur des sujets qui sont en rapport avec alors soit le cinéma et la société, soit sur l'art, voilà, sur des sujets un petit peu plus, je dirais, de culture finalement, enfin de culture. On a parlé de culture depuis le début de cette émission en remettant, voilà, il y a la culture sociétale et l'art, c'est etc. ça, l'art culturel, comme on pourrait dire. Quand on dit culture, on entend. Oui, mais si tu parles pas dans ton micro, on ne t'entendra pas, Ça ne Nelson. va pas dans Oui, mais si tu dis des choses alors qu'on t'entend un tout petit peu, ça n'est pas, pour l'auditeur, ce n'est pas très intéressant. Vas-y, dis ce que tu disais. Non, il y a un problème, un vice de sens avec le mot culture, avec le ministère de la Culture. On n'entend plus culture, on entend art, alors que culture, c'est beaucoup de choses. Et avant culture, c'était les chants. Oui, par Oui, exemple. voilà, effectivement. Ouais, mais ça fait partie de la culture générale, si tu veux. Eh bien, le débat méritera évidemment d'être réouvert, puisqu'on en avait déjà un petit peu parlé lors de notre premier débat sur l'industrie. Le cinéma est-il une industrie ou un art? Et on invite nos auditeurs, bien sûr, à réécouter l'une de ces premières éditions de la saison. Eh bien, nous allons nous intéresser ce soir au dernier Tarantino, et je crois que, Nelson, tu as à nous en parler. Oui, alors The Hateful Eight, ou Les 8 salopards en français, c'est le huitième film de Quentin Tarantino, qui s'amuse à compter maintenant au début de ses films. Il y a un petit truc, ce truc-là, le huitième film de Tarantino. Alors cette fois encore, c'est un western avec une petite histoire bien sympa. C'est un chasseur de primes qui a capturé un bandit. Et en fait, ils sont pris dans un blizzard. Alors du coup, ils sont confinés dans une mercerie avec d'autres gars. Et en fait, ça finit par péter, forcément, parce que les autres gars, ils ont tous des intérêts plus ou moins à se faire sauter le caisson les uns les autres. Et donc, je voudrais attirer votre attention sur c'est un des premiers, si c'était le premier film de Tarantino, qui est Reservoir Dogs, qui avait un peu le même procédé, c'est-à-dire tu mets des malfrats dans une pièce et tu regardes ce qui se passe.
Et donc voilà, alors là, c'est encore un peu le même principe. En... Moi j'appelle ça hyper cachère, hein. Tu mets un Mafra dans une pièce et tu vois ce qui se passe. Non, j'appelle ça un huis clos, mais bon. Non, il y a un malfrat dans une pièce avec des otages. Là, c'est 8 malfrats. Non, bien sûr. Voilà. Ça, bon, Entre eux. il y a une forme d'otage. Mais bon, c'est pas la question. Mais voilà, ça donne lieu à beaucoup de situations, un suspense à toute épreuve. Donc bon. Alors au final, est-ce qu'il est bon, le Ah, film? c'est la question qu'on attend tous pour savoir si on va le voir ou pas. Oui. Oui. Oh oui, il est bon. Oui, 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 oui. Kurt Russell qui joue dedans, il est excellent. Jennifer Jason Leigh qui est excellente aussi, enfin qui joue la nana justement le bandit qui se fait, qui va être emmené à la potence dans une ville voisine. Samuel Jackson mm. Brillant. Et surtout Te laisse sans petite voix. Bien allumé. Merci surprise, de faire la traduction. un petit Channing Tatum des familles qui fait du bien, qui est excellent, qui est surprenant en plus. Et vraiment, c'est très très sympa. Euh, Après, c'est un Tarantino, c'est le style Tarantino, il nous surprend pas plus que ça dans sa façon de faire. Ça reste toujours très agréable à regarder, c'est rafraîchissant, c'est beau, c'est machin. Mais bon, Rafraîchissant. T'as vu le jeu de mots? quoi? Non, vous avez compris. Rafraîchi et sans après. Oh Il y a souvent putain, du non sang. mais arrête. Rafraîchissant. Ah, Merci. merci Je Marc. rappelle que c'est un point de détail. Culture! Ça restera un culture. détail de cette émission, Mais Marc. t'aurais pu la faire, Nico. Oui, c'est vrai. Alors, fallait aller attends, chercher je loin, finis, hein. je finis. J'en suis où? Rafraîchissant. Donc voilà, rafraîchissant. Et bien sûr, c'est pas un film avec un grand sens métaphysique sur notre existence dans l'univers ou sur quel autre thème, hein. Je vais entamer une petite parenthèse, Louise. Non, ça ne parle pas du tout de féminisme. Ce n'est pas un film Ah bah, c'est misogyne. dommage. Pardon. Il n'y a aucune préoccupation de ce genre de près ou de loin. Il n'en parle pas. Il n'y a aucune interprétation à faire dessus, de près ou de loin. Donc ça, parenthèse Louise, terminé. C'est dommage, je pensais qu'elle serait là, elle n'est pas là. Elle peut pas réagir, dommage. Ensuite, voilà, c'est du style Tarantino. Si vous n'avez pas Tarantino, ben, vous n'avez pas apprécié. Malgré tout, c'est pas un très grand film, on peut pas dire ça, mais c'est un film très agréable à voir. Il y a tout ce qu'on veut. Il y a de l'action, il y a du suspense, il y a de jolies images et tout. Et ça va me permettre d'aborder une petite coquetterie de la part de Tarantino qui est la diffusion et le tournage en 70 mm Panavision, qui est un format qui n'a pas été utilisé depuis 1966. Je vais vous faire rapidement un petit cours sur la péloche, sur la pellicule. En gros, on a trois principaux standards pelliculaires, le 8 mm, le 16 mm et le 35 mm qui correspondent à la largeur de la pellicule. Et le standard ultime pour le cinéma, c'est 35 mm de large pour une image. Bref. Et là, il est décidé de faire un espèce de format en 70 mm qui est assez rare et qui est superbe. Et Panavision, en fait, j'explique rapidement, c'est que l'image a été compressée par une lentille au tournage. Et en fait, quand on projette le film, on retire l'image sur les côtés pour avoir une image justement normale et pas Est-ce compressée. que ça fait un écran, enfin une image plus grande du coup, si c'est Oui, 70 justement. mm? D'accord. En Je fait, viens si de tu comprendre. veux, ça modifie la résolution. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un carré de 3 mm, de 3 cm 5 de large, tu as un carré de 7 cm, quoi. Et donc D'accord. du coup, l'image n'est pas plus grande sur ton écran. Par contre, elle a une meilleure résolution, l'image est plus belle et il y a plus de sel d'argent, ce qui fait qu'il y a plus de la résolution est meilleure. Mais et donc bon, ça a été un vrai tour de force, ça a été un argument marketing même, parce qu'on nous disait oui, venez admirer la splendeur du 70 mm, Panavision, machin. Le seul problème, c'est que dans le monde, il y a très très peu de projecteurs capables de projeter dans ce format-là. Donc moi, j'ai quand même été faire l'effort cet après-midi d'aller voir le film en 70 mm, avec le petit cliquetis du projecteur, là, tic, 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 qui est quand même très agréable. Et du coup, ça m'a fait penser à quelque chose qui est un peu... Il n'y a que Tarantino qui aurait pu faire un truc pareil, c'est de proposer une expérience cinématographique intéressante. C'est-à-dire que, bon, vous pouvez aller voir le film, il sera toujours aussi bien, même si vous allez le voir en numérique, dans n'importe quel cinéma, le film sera bien. Mais si vous faites l'effort d'aller au cinéma Gaumont, je sais plus où, sur les Champs-Élysées, il y a un des trois Gaumont qui passe exclusivement en 70 mm, vous aurez des petits cartons avant le film qui vous expliquent que voilà, Quentin Tarantino a voulu que le film soit
soit fait comme à l'époque, c'est-à-dire avec un petit entracte de 12 minutes. Il explique pourquoi le 70 mm, tout ça, et que le film est en plus 8 minutes plus long. Il explique aussi une ancienne technique pour coller les doublages sur les films avec un deuxième projecteur qui est synchronisé sur le premier et qui projette sur l'image les sous-titres. C'est un truc assez rare, j'avais jamais vu ça de ma vie, honnêtement, Pourquoi le film c'était est plus long? J'ai pas compris. parce que sur la copie 70 mm, il a mis 8 minutes de plus. Ah d'accord, OK, je comprenais pas. Mais bon, c'est un petit. C'est C'est pour vraiment justifier les 10 € intéressant. de plus que tu payes ta place de cinéma. Oh, tu la payes pas plus cher, c'est le Non, même non, prix. Sauf je que, plaisante. Enfin, faut aller aux Champs-Élysées. par contre, ouais, 3 heures de film, c'est vrai que ça fait un peu compliqué. Moi, j'ai pris les transports pour y aller. Je me suis rappelé pourquoi j'avais passé le permis. Mais ouais, vraiment, c'est un super film. Vous pouvez aller le voir, vous allez vous marrer. Enfin, avoir du suspense, il y a de l'action et tout. Du sang et des tripes, comme aime Tarantino. Et puis voilà, parce que c'est pas la peine des fois d'avoir plus que ça. C'est le cinéma, c'est aussi pas forcément des grands films. C'est un truc un peu plus simple, un peu plus. Ouais, tout ça, enfin, simplement, c'est un film qui parle Est-ce que c'est mieux à ou moins toi. bien que Django Unchained? Alors, Non, parce que moi, c'est c'est le très dernier Tarantino différent. que j'ai été voir, c'était Oui, ça, alors c'est pour ça. justement, comparé à je vais vous Star Wars parler, 2. je voulais vous en parler, mais après dans les questions, en fait, développer ce point-là, c'est que autant Django Unchained, on sentait qu'il avait voulu parler du racisme, parce qu'en fait, Tarantino, avant Django, il avait été accusé de racisme parce qu'il utilisait beaucoup le terme nigger, nègre dans ses films. Et du coup, là, il a fait un film, hop, sur l'esclavage, regardez, les esclaves, je les libère et tout. C'était un super film, que j'ai peut-être même préféré à Hateful Eight, mais bon, ça c'est personnel. Mais il y avait un désir de montrer, regardez, je suis pas raciste. Là, il s'est complètement lâché à ce niveau-là, c'est-à-dire que il y a le mot nègre, il y a le mot cendré, il y a plein de façons de dire, de qualifier Samuel Jackson, qui est l'acteur black du film. C'est assez savoureux et franchement, c'est un peu un genre de gros bras d'honneur qu'il a fait à Spike Lee notamment, qui, a- qui avait accusé Tarantino d'être raciste. Mais donc voilà, allez voir le film, vous allez passer un bon moment, c'est un petit peu long, mais le film prend son temps, c'est très agréable à voir, on se fait pas chier, c'est tout ce qu'on demande pour un Tarantino. Eh ben voilà pour l'avis de Nelson. Merci Nelson. De rien. Je crois qu'on peut t'applaudir effectivement pour cette belle chronique. Voilà. Ah ben, merci Marc parce que j'avais prévu les applaudissements en boîte. Mais remarquez, il fonctionne pas donc on peut. Voilà, merci Ouais. Marc d'avoir joué Moi je le m'applaudis. rôle. Voilà, des applaudissements parce que de toute façon plus rien ne fonctionne dans cette radio. Alors voilà, qu'est-ce que vous voulez? Non, c'est toi qui marche pas. Oui, c'est moi qui marche. On va écouter maintenant Baptiste. Tu souhaitais ajouter un mot à ce qu'a dit Nelson? Je crois. Tu n'as pas vu le film? Non, je l'ai pas vu, non. Et j'ai J'ai fait pas un vu. gros effort pour ne pas spoiler parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Mais ouais. Je n'ai pas été prévenu quand on allait voir le film, apparemment. Séduit par le Tarantino? De manière générale? Par Tarantino? Ouais. Alors, ça, c'est un grand débat que j'ai déjà eu avec Nelson. Alors, moi, je suis pas spécialement fan de Tarantino, mais j'aime bien ses films. J'aime beaucoup ses films. Je suis pas un fanatique de Tarantino comme certains. Généralement, les fans de Tarantino me Ils fatiguent sont un un peu peu. cons, mais généralement les fans de Et ils sont cinéma d'un très, réalisateur très, ils sont un sont peu très cons. vocaux en fait, les salauds. Ils parlent beaucoup, ils gueulent. Tarantino, c'est un peu le messie du cinéma. Non, moi, ce que j'aime beaucoup avec Tarantino, en fait, c'est ce que j'admire particulièrement, sa démarche au niveau, son approche en soi du cinéma. Le mec, ouais, te fait des films. Il n'y a pas vraiment de morale ou quoi que ce soit. C'est un divertissement. C'est le mec, il te fait les films pour te divertir. Et ça, t'en as pour ton argent au final. Mhm. Moi, voilà, c'est ce que j'apprécie énormément. Après, le mec, effectivement, fait beaucoup d'hommages. Tu sens que le mec, c'est un gars qui a grandi avec le cinéma, Mais ouais, avec mais les tu films. connais la légende de Tarantino, comme quoi il avait bossé dans un ciné-club pendant je sais pas combien, une dizaine d'années, qu'en fait il a tout maté, mais toutes les VHS qu'il avait sous la main, il les a matés, il a vu des milliers et des milliers de films. C'est Oui. ça la légende de Tarantino, tu Ouais, vois. moi, pour moi, l'agent de Tarantino, c'est un gros fétichiste des pieds. Mais c'est vrai, dans tous Ah ses oui, oui. films, il y a toujours une scène avec des pieds. Il adore ça. Non, mais Tarantino, voilà, c'est un mec, bah, voilà, donc, d'après cette légende, Ouais, oui. ouais, il est très fan de cinéma et il essaie de partager cette passion avec effectivement le monde entier hein, Ouais, grâce mais à ce ses qui est films. cool en plus, c'est qu'il Mais se c'est très réfère, cool. ce qui se réfère, c'est pas genre à la nouvelle vague, c'est pas des grands réalisateurs, c'est qu'il va chercher le petit élément dans un petit film obscur pour en faire un truc super cool, quoi. Et le Mais mec a carrément. été voir Mais des au films de final, merde exprès pour ça, tu au vois. final, le mec, tu sens qu'il fait bien ses films parce que tout ce qu'il utilise, les façons de faire des films comme il utilise, ces mêmes codes qu'il a dans ses films,
fait par un autre mec, ça serait bidon. Mm. Tu sens que des fois, il y a des films qu'il fait, c'est la limite de la série B, quoi. Ouais. Reservoir Dogs, si c'était un huis clos très bon, hein. Ah oui. Mais si c'était fait par un autre gars, ça coulerait, mais dès le début. Mais parce qu'en plus, Tarantino, il fait un truc, c'est qu'il te met des dialogues qui n'ont aucune valeur scénaristique, c'est-à-dire qu'ils sont juste là pour meubler. Et les dialogues, en fait. Il crée un univers avec ses dialogues, c'est ça? Ouais, c'est ça, il a créé un univers qui est assez monstrueux. Je me souviens de ce dialogue, mais fameux, où ils sont dans un resto avec Au niveau de- de Reservoir Dogs. Au niveau du début de Reservoir Dogs, ce gros débat sur les pourboires qu'ils ont. Non, il y a sur sur les les paroles de pourboires Madonna. et sur les paroles de Like a Virgin de Madonna qui explique qu'elle se fait prendre par un mec qui a un membre énorme. D'ailleurs, en parlant de membre énorme, dans Hateful Eight, il y a une scène mémorable sur un blowjob, enfin une pipe. Je vous dis ça, Une fellation. une fellation. Politiquement correct. Sur un travail de la bouche. Un travail de la bouche. Ah, bravo. Ouais. Je vous en dis pas plus, comme ça quand vous verrez le film vous l'attendrez. Et De quoi? J'attends la fellation. pipe. Et franchement ça vaut vraiment le détour parce que moi voilà, j'ai kiffé ce passage particulièrement. Et en Le plus siège- de ça, le siège juste s'en après t'as souvient. eu un... Ton siège s'en souvient. Ah ouais, je me suis chié dessus, c'était bon. Ah, je pensais pas à ce trou-là, mais. Eh ben, merci messieurs, je pense... Non, ça coupe court quand même, là. Ah bah hein. non, arrête avec ça. Ah bah, j'y peux rien, moi. Vous aviez terminé de parler, excusez-moi. On aurait pu parler très longtemps de Tarantino quand même. Mais, Donc, Ah mais il y a plein de trucs à dire. pour sur résumer, Tarantino. lisez le bouquin. Oui. Allez voir Tarantino. Allez voir Ouais, et Tarantino. si vous avez l'occasion que vous êtes à Paris aux Champs-Élysées, payez-vous la place parce que franchement ça vaut le coup de faire une expérience au moins une fois, de pas avoir un film en numérique mais en 110 mm, rien que pour entendre le petit cliquetis du projecteur là. Et évitez C'est surtout cool. le siège sur lequel était assis Nelson parce qu'apparemment il est souillé. Donc faites Numéro- attention. Nelson, vous avez le c'était numéro quel de la numéro place de ton. Non. D'ailleurs, je tiens à dire que juste à côté de moi, genre 3-4 sièges à côté, il y avait un groupe de vieux. Bah, il y a beaucoup Qui de se vieux bleu dans de la... jobet. Ouais, il y avait Qui beaucoup suçait de en vieux dans la salle, ça a fait Et très bizarre. leur Dans tous siège les était passages, dégueulasse aussi. genre bien un peu gore du film. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, je voyais pas ces mecs-là habillés en costard-cravate aller voir ce genre de film, ça m'a fait assez rigoler. Messieurs, on va écouter un petit... Alors, j'espère que ça va fonctionner. On va écouter quelque chose. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je m'appelle Marc, j'étude depuis un certain nombre d'années Oh là là, maintenant la politique, avec une petite spécialité notamment pour la philosophie à laquelle je m'intéresse beaucoup, et notamment celle de pas un centième de Michel Marx, ça Onfray, qui en fait m'a porté justement jusqu'à à cette radio, puisque avec ses écrits, avec ce qu'il m'a pu m'apprendre parmi ses plus belles œuvres, j'ai cru comprendre, comme Maxime vient de l'expliquer à l'instant, que les masses médias, etc., et même allons plus loin, justement, jusqu'au secondaire, l'école, le secondaire, dans son sens le plus large, quelque chose qui est très dense, nous montrait des figures forcément déviées. Photographie pas te marrer, complètes, Nico, on va incomplètes. peut-être pouvoir pas. Et c'est justement ça parler qui d'autre m'amène chose. à cette radio politique, cette nouvelle émission qui se veut justement décortiquer des sujets qu'on voit dans les médias d'une façon assez diverse, d'une façon peut-être Voilà, la erronée. voix était quand même Bien sûr, un peu plus aiguë, Marc. Ah bon, vous trouvez? C'était Ah oui. Ouais, ta c'est vrai. puberté. Voilà, donc Marc, c'était ta 100e émission. Félicitations pour Hier, tout c'est ta ce... 100e meuf. J'ai dit, ah, trop bien. Non. Bah, tu m'as dit, on a commencé Oui, par on a Chronique, commencé voilà. par On était le obligé. On l'a dépassé depuis longtemps. C'est dépassé la 100e de Marc. Non. Bon, voilà, messieurs, c'était comme ça que nous pouvions analyser le monde ce soir dans Politiquement Incorrect. Merci d'avoir été avec nous sur cette émission. La 107e, mine de rien, oui, effectivement, parce que Politiquement Incorrect a fêté sa 100e au mois de novembre. Voilà, pour ne rien vous cacher, on l'a un petit peu oublié dans le flot de ce qui se passait dans le monde à ce moment-là. Mais voilà, Politiquement Incorrect a fêté sa 100e émission. C'était durant le mois de novembre, un petit peu après les attentats. Pas directement après, mais voilà, ça aurait été quand même... C'était une sacrée bombe pour les attentats, ça, quand même. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à tous nos auditeurs. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver Politiquement Incorrect sur Radio Rec, radio-recc.fr. Et vous retrouvez toute l'équipe également sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, Politiquement Incorrect, pour réagir à nos émissions, proposer des sujets, etc. etc. Baptiste? Et bonne année. Ah ben, et bonne année, oui, vous, Et effectivement. bonne année. Et Bonne- bonne santé. Merci messieurs, très belle soirée et à bientôt. Suivez-nous sur radio-rec.fr. Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter. Partagez l'émission sur YouTube.
Radio Rêve. La radio étudiante.